Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission hebdomadaire Zoom sur que nous consacrons ce soir à la situation des droits de l'homme dans notre pays. Comme vous le savez, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a choisi depuis sa première investiture en 2009 d'impulser une nouvelle approche assortie d'une ferme volonté qui a permis à la Mauritanie de réaliser d'importants progrès dans le domaine des libertés en général et dans celui des droits en particulier. Les avancées indéniables enregistrées par notre pays dans les domaines de la démocratie, des libertés et des droits de l'homme sont aujourd'hui saluées par les institutions internationales et les organismes indépendants. Et pour approfondir le débat sur ce sujet, nous recevons ce soir sur le plateau de Zoom sur M. Mohamed Voual Ould Youssouf, qui est activiste dans le domaine des droits de l'homme. Bonsoir. Nous recevons également Mme Zeynabou Taleb Moussa, présidente de l'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma gauche, nous recevons M. Hussein Dieng, conseiller du commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, ma première question s'adresse à M. Hussein. D'abord, quelle est la situation actuelle des droits de l'homme dans notre pays? Merci beaucoup, Cherna. Je voulais, dans un premier temps, saluer l'initiative de la télévision qui consiste à organiser cette émission Zoom, qui donne un peu, en tout cas, une idée beaucoup plus claire de la volonté des autorités de la télévision de vouloir éclairer davantage l'opinion nationale et internationale sur l'ensemble des thématiques qui sont débattues dans cette émission. Je voudrais également profiter de l'occasion pour saluer mes amis et frères qui sont là, pour en tout cas la partie que nous allons consacrer ce soir sur la situation des droits de l'homme. Pour faire le bilan de la situation des droits de l'homme en Mauritanie aujourd'hui, il faut partir de 2008. Où en étions-nous par rapport à la situation des droits de l'homme en 2008? Et au moment où nous sommes aujourd'hui, quelle est la situation qui se présente? Tout le monde se rappelle que bien en 2008, la situation des droits de l'homme était dramatique parce qu'il n'y avait pas une volonté bien politique de pouvoir prendre en charge ces questions de droits de l'homme. Quand on parle en général de situation des droits de l'homme, c'est particulièrement la situation de l'esclavage, ses séquelles, le passif humanitaire, la cohésion sociale, la cohabitation nationale. Donc en général, ce sont ces questions-là qui étaient posées sur la table. Et nous avons à l'époque comment on les appelle, des interlocuteurs traditionnels qui sont connus, comme des organisations qui sont connues à l'époque qui étaient là. Mais aujourd'hui, avec un espace démocratique qui a permis aujourd'hui l'effervescence sur la scène nationale, nous avons constaté que plusieurs organisations de droits de l'homme ont vu le jour. Ce qui explique une santé démocratique, ce qui explique en tout cas une volonté de mieux faire face à la situation, tout en donnant l'occasion à tout un chacun de pouvoir s'investir sur cette question-là. Ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, nous avons constaté qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes, pour répondre bien sûr à la question, nous avons constaté que toutes les questions qui sont d'actualité, que l'on peut considérer comme étant des questions nationales de droits de l'homme, ont commencé à trouver réellement des solutions avec la volonté ferme du chef de l'État de prendre en considération ces questions-là. Bien avant 2008, aucun président n'avait effectivement pris cette disposition, cette volonté de vouloir engager en tout cas ces questions nationales. Nous reviendrons certainement sur le débat pour mieux vous parler en tout cas des réalisations qui ont été constatées pendant effectivement sous ce régime-là de 2008 à nos jours aujourd'hui en 2017. La même question s'adresse à Mme Zeynabou Taleb Moussa. La situation des droits de l'homme de façon générale. Donc, merci. Et je ne sais pas si je vais réellement aller dans la situation générale des droits de l'homme. Je sais que je peux aller directement dans le vif du sujet. Il y a des avancées significatives en matière de droits de l'homme en Mauritanie. Et c'est bien connu. Ça a été bien connu sur le plan national et ça a été bien connu sur le plan international. Ces avancées significatives
dénote déjà, et c'est sûr, d'une volonté politique affichée. S'il n'y avait pas cette volonté politique affichée, il n'y aura pas d'avancée significative en matière de droits de l'homme en Mauritanie. Donc, spécialement, donc, mon frère vient de dire que les questions relatives aux droits de l'homme sont l'esclavage, le passif humanitaire et tant d'autres. Moi, je pense qu'ils sont plus que ça, puisqu'il y a les droits des femmes, il y a les droits des enfants, il y a les ratifications des conventions, il y a tant d'autres éléments en matière du respect des droits de l'homme qui doivent être pris en considération et qui réellement ont eu des avancées significatives, donc à mon avis. Donc, en attendant donc, de rentrer réellement dans le sujet, je vais essayer de dire que la Mauritanie est bien connue par le fait qu'elle a ratifié presque toutes les conventions internationales, donc en matière de respect des droits de l'homme. Et ça déjà, c'est une très grande avancée. Donc cette avancée, cette ratification de ces conventions dénote déjà que le pays veut avancer en matière du respect des droits de l'homme. D'une volonté. Oui, mais bien sûr, d'une volonté affichée, je l'ai dit. J'ai dit qu'il y a, s'il n'y avait pas une volonté politique affichée pour ratifier les conventions, s'il n'y a pas une volonté politique affichée pour avoir des lois nationales qui protègent les droits de l'homme, on n'aura jamais eu des avancées significatives. Mais il y a toujours le mais. Il faut le dire, et ça, je rentrerai toujours dans le vif du sujet. J'ai dit que nous, en tant qu'organisation des droits de l'homme, notre rôle est bien connu réellement. C'est un rôle de dénonciation, c'est un rôle de critique objective, et c'est un rôle d'appui au programme afin que cette volonté politique affichée soit mise en application. Et je pense que c'est là où nous devons réellement débattre, là où il y a eu cette mise en application, et quels sont les obstacles actuellement qui restent toujours dans cette mise en application de ces lois, de cette volonté donc affichée. Nous allons développer cela plus tard. Donc, monsieur Mohamed Walu Youssouf, selon mes informations, vous avez eu le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits et des peuples en 1996 lors de l'unique réunion de cette commission en Mauritanie. D'abord, vous allez répondre à ma première question, la situation actuelle des droits de l'homme et quelle est la différence entre les deux époques avant 2009? Lui, il a parlé d'avant 2009. Premièrement, vous me permettez de remercier, comme a dit M. Dieng, la télévision nationale, pour éclairer l'opinion dans ce contexte particulier sur la situation des droits de l'homme. Vous avez bien rappelé que j'ai eu ce statut d'observateur dans une période donnée, et quand on la compare aujourd'hui de 1996 et aujourd'hui en 2017, c'est lui ou celle qui s'intéressait à l'époque et aujourd'hui à la question des droits de l'homme en Mauritanie, il sait qu'il y a une très grande différence par rapport à l'impact, par rapport à la situation et par rapport à l'évolution des choses. Puisqu'il y a l'un des facteurs essentiels de l'émancipation de l'état de droit, de la démocratie, des libertés, c'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté des médias. C'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nous vivons avec ces régimes depuis 2008. Aujourd'hui, les droits civils et politiques ne sont pas concrétisés
si les droits économiques et sociaux ne sont pas garantis. C'est sur cette base. Et c'est pour cette cause que la Mauritanie a toujours arrêté une vision globale en ce qui concerne la lutte, en ce qui concerne le domaine des droits de l'homme. Quand on parle du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, quand nous parlons de Tadamoun, quand nous parlons de la SCAP, c'est la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, qui est actuellement la dernière action de l'État par rapport à Tadamoun, qui est en train d'être mise en œuvre. C'est en ce sens que nous devons parler. C'est en ce sens que nous devons avoir l'attitude, soit en tant que militants des droits de l'homme, soit en tant qu'organisation qui milite dans le cadre des droits de l'homme, de faire la part des choses. C'est ce que nous n'avons pas pour le moment vraiment par rapport à certaines organisations qui s'intéressent à cette question des droits de l'homme. Est-ce que vous savez que quand on compare la situation de 1996, là où moi et d'autres organisations ont eu ce statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, lors de l'unique réunion, comme vous avez dit, en Mauritanie, où M. Addis Nguema, à l'époque, était le président de cette Commission des droits de l'homme, ce qui est décevant, que certaines organisations, que j'ai entendu leur nom dans cette période, la semaine dernière à Dakar, qui s'intéressaient à la question des droits de l'homme, étaient des fervents supporters de la Mauritanie, défenseurs de la Mauritanie, dans cette phase noire, ou considérée comme noire de ces pays. Et aujourd'hui, par rapport à cette avancée notoire, par rapport à l'émancipation de l'état de droit, par rapport au respect des droits humains, dans le cadre de ce pouvoir, du régime de Mohamed Ould Abdel Aziz, ils se considèrent aujourd'hui comme des gens qui créent une situation par rapport à la Mauritanie, qui sont en train de mener des panels, organiser des panels ou organiser des rencontres pour éclairer, selon eux, l'opinion internationale sur la situation de la Mauritanie. Où en étiez-vous dans cette période, au moment où vous étiez à l'hôtel Halima à l'époque, au moment où vous étiez là en Mauritanie en train de prendre ou de mener en œuvre des stratégies pour défendre aujourd'hui ce qui se passe dans ces pays au niveau du respect des droits, c'est salué, comme vous l'avez dit, par la communauté internationale. Ce n'est pas des choses que moi ou Dieng ou Zainabou nous allons aujourd'hui défendre. Nous avons, ce régime a créé de la matière pour se défendre lui-même. Puisque la liberté, comme je vous ai dit, d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté même de l'évolution de la société civile, chacun dit ce qu'il pense, puisqu'il y a une explosion en ce qui concerne la société civile. Aujourd'hui, vous avez 850 associations qui parlent des droits de l'homme et du domaine social. Vous avez d'autres qui parlent de développement, vous avez d'autres qui parlent de pauvreté. Et c'est ça, cette explosion qui donne le sens à une participation active de la société civile par rapport aux droits de l'homme, par rapport à l'évolution d'une société. Puisqu'il y aura, par rapport à cela, des divergences de points de vue, des divergences, comme elle a dit, d'analyse de la situation, d'une manière critique, mais des critiques qui vont dans le sens de bien faire. C'est pour cela, aujourd'hui, la situation des droits de l'homme dans ce pays, qu'on le veuille ou non, que les détracteurs disent le contraire, c'est une situation extraordinaire avec des avancées notoires sur l'ensemble des plans que nous allons développer au cours de cette émission. Je rappelle que chacun de vous représente la société civile, le commissariat. Donc, je m'adresse à vous, M. Dieng. Quelles sont les missions du commissariat des droits de l'homme et de l'action humanitaire en dehors de la mise en œuvre de tous les moyens appropriés pour assurer la promotion et la diffusion des principes et valeurs des droits de l'homme? Les autres missions. Merci beaucoup, Cherna. Je voulais revenir, si vous le permettez, bien sûr, un peu sur les avancées en termes de réalisation sur les droits humains. Vous n'êtes pas resté sans savoir que le dispositif institutionnel aujourd'hui a été fortement amélioré avec la mise en place du mécanisme sur la torture, avec la Commission nationale des droits de l'homme. Il y a également la Commission nationale sur l'enfance et d'autres structures de droit, d'autres institutions liées
aux droits de l'homme qui ont vu le jour aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement important sur le plan institutionnel. Vous avez également, en dehors du plan institutionnel, vous avez le renforcement de l'arsenal juridique également en Mauritanie. Aujourd'hui, l'arsenal juridique a été renforcé pour mieux faire face à la situation des droits de l'homme. L'État mauritanien prend en considération toutes les observations, toutes les recommandations qui sont faites, bien sûr, lors des sessions, aussi bien dans le cadre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples au niveau de Banjul, mais aussi au niveau du Conseil des droits de l'homme au niveau de Genève. Et donc, les organisations nationales en matière de droits de l'homme qui sont là sont également écoutées. Elles sont consultées le plus souvent sur certaines questions des droits de l'homme, ce qui montre en tout cas une proximité par rapport à ça. Aujourd'hui, vous avez également le renforcement des libertés. Les libertés aujourd'hui sont beaucoup plus accrues que bien avant 2008. Si vous constatez vous-même, vous sentez qu'aujourd'hui, le Mauritanien d'aujourd'hui est plus exigeant que le Mauritanien bien avant de 2008 ou 2009. Et vous constatez également ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Vous avez une large fenêtre, ce qui vous montre effectivement qu'aujourd'hui, la situation des droits de l'homme. Qu'est-ce qui explique tout ça, ces avancées en matière de réalisation des droits de l'homme? Ça s'explique par une santé démocratique, par un espace qui a été créé, par le pouvoir mis en place pour donner la liberté de ton et d'action à toutes les organisations, à tout citoyen mauritanien, de pouvoir s'exprimer très librement. Et ceci en dehors des manifestations qui sont régulièrement organisées devant le palais présidentiel, comme également devant d'autres structures. Vous avez également aujourd'hui la Commission nationale des droits de l'homme qui enregistre tout, parce qu'il faut que l'on fasse la différence un peu entre la Commission nationale des droits de l'homme et le commissaire aux droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme écoute toutes les victimes. Tous les gens qui ont des questions de droits de l'homme peuvent porter la question au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Par contre, au niveau du commissariat aux droits de l'homme, le commissariat aux droits de l'homme est, si vous voulez, le volet officiel en matière de droits de l'homme du gouvernement mauritanien. Ça veut dire que le commissariat aux droits de l'homme travaille sur la promotion de ce qu'on appelle les droits de l'homme et de l'action humanitaire. Toute la politique nationale en matière de droits de l'homme et d'action humanitaire est menée au niveau du commissariat des droits de l'homme. Aujourd'hui, vous pouvez, je parle sous le contrôle de son Excellence le commissaire Cheikh Tourad Abdelmalik, et aujourd'hui il y a 3 coordinations qui ont été mises en place aujourd'hui. Au niveau sur toute l'étendue du territoire, vous avez une coordination du Sud qui regroupe toutes les wilayas du Sud. Vous avez une coordination qui se trouve à l'Est qui regroupe toutes les wilayas de l'Est et une coordination du Nord qui regroupe toutes les régions, toutes les wilayas du Nord. C'est juste pour nous permettre, nous, de créer une proximité avec les populations, ça c'est un, mais également pour nous permettre de mieux vulgariser les textes en matière de droits de l'homme. Parce que nous, notre besoin, notre volonté, c'est d'arriver toujours à faire comprendre aux citoyens mauritaniens leurs droits, de les amener à mieux connaître leurs droits pour mieux se défendre eux-mêmes, de pouvoir formuler effectivement ces... Donc vous avez ça, et je pense que sur les réalisations au niveau du commissariat aux droits de l'homme, malheureusement, je dois le dire, les moyens sont très limités pour le commissaire aux droits de l'homme et l'action humanitaire, compte tenu de l'envergure de sa mission. C'est le lieu et l'occasion pour nous d'attirer l'attention, en tout cas, des autorités suprêmes pour pouvoir, en tout cas, améliorer un peu le budget du commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, afin de pouvoir lui permettre de mieux faire face à la situation sur le terrain. Vous avez également un bulletin qui s'appelle Neshra, c'est un bulletin d'information qui évoque l'ensemble des activités du commissariat en termes de communication. Vous avez également le centre d'information, de sensibilisation sur les droits de l'homme également, qui également rabat un travail extrêmement important de débat, de dialogue, d'information et de sensibilisation. Et donc, en tout cas, le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire mène depuis son existence beaucoup de travail, a rabattu énormément de travail, mais qui mérite en tout cas d'être connu et su, aussi bien au niveau de l'opinion nationale qu'au niveau de l'opinion internationale. Madame Zeynabou, je rappelle que vous êtes présidente de l'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant.
Qu'est-ce que vous faites réellement pour la femme au niveau de votre association? Merci Germain. Donc c'est vrai, moi je suis une militante des droits des femmes. Et l'organisation que je préside est une organisation féminine. Et c'est une organisation qui fait la promotion des droits des femmes, qui sont des droits humains, donc en fait qui sont des droits humains. Et qui travaille plus dans la promotion des droits des femmes et qui essaie d'assister en quelque sorte une violation des droits de ces femmes, qui est la violence donc, à l'égard des femmes et particulièrement la violence sexuelle. Je pense que ça, c'est l'un des champs les plus connus de l'organisation. En fait, il y a un autre élément qui n'est pas très connu donc, de sa mission. C'est la promotion du droit à la santé de la reproduction. Donc là, ça va m'amener un peu à essayer de donner toujours ma contribution dans le cadre de droits de l'homme, donc de façon globale. Je vous dis, en tant que militante des droits des femmes, en tant que militante des droits de l'homme, en tant que présidente de l'organisation, et je ne suis pas politicienne. Ça encore, il faut le dire. Je ne connais pas la politique, je suis avec mes amis. Ils sont des politiciens, mais moi je suis plutôt une citoyenne mauritanienne, donc une... Les politiciens ils sont des citoyens, mais des citoyens d'une autre casquette. Donc, ils sont des politiciens, ils sont censés avoir plein de droits, et c'est normal. Donc, ce qu'ils ont dit est bien vrai. Donc, voilà. Donc, je confirme déjà ce qu'ils ont dit. Mais je sais que on a dit qu'il y a des avancées. Mais il y a beaucoup de choses qui restent. Il y a beaucoup de choses qui restent. Et surtout en matière de droits des femmes. Moi, je peux dire qu'il y a eu des avancées très significatives en matière de lutte contre l'esclavage. Je sais que celui qui connaît un peu la Mauritanie est une organisation objective, doit dire la réalité. Parce que dans un petit laps de temps, tout le monde maintenant peut parler de l'esclavage ouvertement, partout dans la rue. Donc, et c'est déjà quelque chose. Sans être inquiété. Oui, sans être inquiété, bien sûr, interpellé. Donc, sauf dans quelques rares qu'on a vu que les gens ont été interpellés, peut-être par-ci ou par-là, donc il y a toujours des arguments là-dessus. Et je pense que ça c'est déjà une bonne chose. On a vu des actions qui se mènent par-ci, par-là, par le commissariat, par d'autres organisations de la société civile. Nous avons vu des programmes, nous avons vu Tadamoun. Nous avons vu quand même quelque chose qui avance en matière de programme et en matière quand même de liberté pour s'exprimer et dire que voilà, ce phénomène existe en Mauritanie. Et je pense que ça, c'est des avancées et c'est encore nouveau. Exister en Mauritanie? Oui, non. Moi, je dis existe en Mauritanie. Le contraire de Cheikhna. Je te dis que le langage n'est pas peut-être pas un peu changé. Le langage va un peu changer. Moi, je dis qu'il existe en Mauritanie. Parce qu'en tant que militant de droits de l'homme, tant qu'un seul cas existe d'esclavage en Mauritanie, je dirais que ça existe en Mauritanie. Et je ne dirais pas les séquelles seulement, les séquelles existent, mais encore l'esclavage, il y a des cas qui s'observent. Et tant qu'un seul cas s'observe, nous allons montrer à l'État qu'il y a un cas qui... Parce qu'il faut le dire, l'État ne veut pas qu'on le protège. Jamais, parce qu'il l'a dit. Tous les responsables l'ont dit. Nous ne voulons pas que vous nous protégiez. Deuxièmement, ils ont créé des lois. Ils ont ratifié des conventions. Donc, ils veulent qu'on leur dise la réalité. La société civile, les militants des droits de l'homme, à chaque fois, ils trouvent des cas de violation, d'esclavage qui existent. Et ça, c'est des cas qui méritent, chez nous, d'être évoqués pour que nous puissions quand même être réalistes avec nous-mêmes. Mais, il faut le dire, que si c'est quelques cas seulement, il faut toujours dire que c'est bien, parce qu'à un certain moment, l'esclavage était fort en Mauritanie. Et moi, j'ai constaté qu'il y a un problème encore d'éveil des mentalités. Et ça, c'est un élément très important. Parce que
un petit, bon, les années, bon, je sais que dans un petit laps de temps, je ne sais pas c'est combien, je ne peux pas catégoriser de 2008, ni 2007, ni 2005, je sais que même celui qui, l'ancien esclave ne veut pas dire je suis un ancien esclave. Celui qui est esclave ne veut pas dire moi je suis esclave. Mais actuellement, tu vois déjà, chacun s'affiche lui-même en tant qu'ancien esclave, il s'affiche lui-même en tant qu'esclave. Je pense que ça a déjà des enfants là-dessus. Donc c'est important. Pour le passif humanitaire, moi je pense que ça c'est une question, une grande question, une grave question qui était posée pour la Mauritanie. Et pour moi, elle a eu un certain, elle a été réglée en quelque sorte. Parce que moi, tant que les organisations parlent de quelques violations, des manquements, des trucs, on ne va pas dire que c'est à 100% pour que l'État ne croit pas cette situation. Il faut toujours que l'État s'éveille pour savoir est-ce que réellement les dénonciations et les choses que la société civile dénonce, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas. Donc c'est important. Donc ça c'est une question, mais quand même il y a des avancées significatives. Donc je vais retourner un peu sur le droit des femmes. Moi, à mon avis, ce qui reste maintenant, c'est le droit des femmes. Où on n'a pas assez, bon, moi j'ai dit que le message changera. Il n'y a pas encore ce que quand même cherche la femme mauritanienne. Ce que cherche la femme mauritanienne. Parce que, bon, c'est vrai, bon, les hommes, comme on parle maintenant de la femme, il y a une certaine promotion, il y a certains postes où la femme est présente. Donc pour eux, c'est déjà quelque chose. Non, il y a des acquis, il faut le dire. Il y a des acquis, mais c'est une lutte. Je dis bien, ça n'a pas été donné. Ce n'est pas une fleur. Ça, c'est une lutte de la femme mauritanienne. Encore, il faut l'accepter. Les hommes, et surtout les politiciens, nous voulons que vous l'acceptiez. C'est une lutte donc, que les femmes ont menée et que réellement a eu une volonté politique qui s'est affichée. Et il y a eu quand même des acquis. Mais il y a beaucoup de choses qui reste pour la femme mauritanienne. Certes, la Mauritanie a ratifié la convention, la CEDAW. C'est déjà des avancées en matière de législation. Mais elle a émis quelques réserves, mais je veux dire, ces réserves qui ont été émises, c'est par rapport surtout à la religion, si je comprends. Très bien. Moi, je pense que si nous parlons de la Mauritanie, il faut savoir que la Mauritanie est un pays musulman. Tout ce qui est en dehors de la Sharia, tout ce qui est en dehors de l'islam, personne ne peut et ne pourra, il ne trouvera pas. Jamais. Ça veut dire que notre lutte doit être une lutte dans la religion et ancrée dans la religion. Et je pense que il y a eu une réserve, et cette réserve, je pense que sur l'article 16, je pense que les femmes mauritaniennes ne cherchent pas à les fesser. Bon, il y a quand même des voix qui se lèvent par-ci, par-là, mais je pense que c'est pas quand même ce qui est très mauvais, parce qu'un seul article réellement qui est contraire à la charia, je pense que moi, personnellement, je ne suis pas parmi les militantes qui cherchent à être enlevées, parce que je sais que c'est faux, c'est un faux. Donc, il ne le saura jamais. Mais je sais quand même que cette loi, cette convention protège beaucoup les femmes. Et qu'aujourd'hui, nous, les organisations, nous assistons à des cas de violence à l'égard des femmes qui sont très graves. Journalièrement, des cas de violence, je dis bien, de violence à l'égard des femmes qui sont très graves. Ce n'est pas des cas perpétués, bien sûr, par l'État, non. Non, au contraire. Mais c'est des cas qui doivent être protégés par des lois. Et que jusqu'à présent, nous avons tous les problèmes de faire passer notre loi cadre qui protège réellement les femmes contre les violences. Le pourquoi, c'est vrai, il y a une volonté politique, elle a été adoptée, donc, mais il y a eu le blocage, le grand blocage jusqu'à présent, donc au niveau du Parlement, que nous pensons que ce blocage n'a pas sa place, puisque sous prétexte qu'il y a des articles qui sont contraires à la charia, et je pense que nous tous, nous n'aimons pas ces articles, et nous cherchons à ce qu'on enlève ces articles, et nous cherchons à ce que cette loi soit adoptée.
pour que réellement la femme mauritanienne soit protégée et que nous puissions dire qu'il y a de grandes avancées significatives en matière de droits des femmes, comme toutes les autres avancées dans les autres domaines. Merci. Monsieur Youssouf, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'elle vient de dire. Et moi, tout ce que je voudrais dire par rapport à l'intervention de Zainabou, c'est que la femme mauritanienne actuellement bénéficie d'une grande protection, certes, et d'une large participation au niveau politique, au niveau... l'État vient de créer par décret ces cellules de genre qui seront installées désormais au niveau de tous les départements ministériels. Je ne sais pas si Zainabou est au courant, puisqu'elle était en vacances. Donc, ces départements ministériels, ça émane, ça reflète la volonté du pouvoir public de faire participer activement la femme mauritanienne dans la vie active. Et relative à certains aspects qui ont été évoqués par rapport à le travail accompli par le commissariat des droits de l'homme et des autres organisations, tout cela émane de la volonté affichée du pouvoir public, du président de la République depuis 2008 pour faire de la Mauritanie un état de droit. Mais cette volonté a été accompagnée dans le cadre de la mise en œuvre du programme électoral du président de la République par un gouvernement présidé par le Premier ministre Yahya Al-Haddamine. Et au niveau de cette primature, il y a des conseillers chargés des droits de l'homme, il y a des cellules qui discutent et qui mettent en œuvre la politique du pouvoir public en matière de droits de l'homme. Et il y a une action claire qui accompagne les organisations de droits de l'homme dans le cadre de la participation sur le plan international, dans le cadre d'être présent là où il y a une activité, un forum ou une assemblée, ou au niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève, et partout au niveau des réunions de la Commission africaine des droits de l'homme, ce qui a reflété la présence active de la Mauritanie ces derniers temps sur le plan international, ce qui a été largement salué par la société civile qui cherche à participer, qui cherche à contribuer positivement dans le cadre de ce qui se passe, dans le cadre de ce qui est réalisé pour le mettre en œuvre sur le plan international. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'au lieu de ceux qui s'intéressent à la question de l'esclavage, ou ceux qui s'intéressent à toutes les questions qui, selon eux, émanent du droit de l'homme, au lieu de s'intéresser, d'accompagner les mesures qui ont été prises sur le plan national, au lieu de faire l'autocritique sur le plan national pour que les insuffisances soient accomplies par le pouvoir public ou ils soient accompagnés par d'autres organisations, ils ont cherché à faire de cette question de l'esclavage, comme d'habitude, comme lorsqu'ils ont vu qu'en Mauritanie, ce sujet n'est plus un sujet tabou, n'importe qui, et lorsqu'ils ont vu que la Mauritanie a été accompagnée sur le plan international sur la base de cette feuille de route avec la rapporteure spéciale des Nations Unies en ce qui concerne les formes contemporaines de l'esclavage, et qu'ils ont vu cette volonté manifeste de l'État mauritanien pour que cette question soit résolue et qu'elle a été cadrée sur le plan international comme une question de séquelles de l'esclavage, ils ont voulu toujours garder ce commerce qui est de faire commercialiser cette question sur le plan international, faire de la Mauritanie un État esclavagiste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, avec cet arsenal juridique qui a été mis en place, qui fait de cette question aujourd'hui, sa pratique, un crime contre l'humanité, les mesures qui ont été prises en ce qui concerne la loi 2015 pour qu'ils s'adaptent à la réalité et à la volonté du président de la République, ils ont voulu faire de cette question, au niveau de l'extérieur, et je l'ai dit et je le répète, une question qui attache la Mauritanie et accompagner des organisations extrémistes contre les pays pour faire de la Mauritanie un pays. Aujourd'hui, il est dans ce pays, et je l'ai dit partout où je suis, où j'ai été, là où j'ai participé, ce pays, aujourd'hui, il n'est esclave que celui qui le veut. Le contraire, comme j'ai dit tout à l'heure, que les droits civils et politiques ne pourront pas se concrétiser quand il n'y a pas ces droits économiques
et les droits économiques et sociaux sont consentis, ce qui reflète, comme j'ai dit, le cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté, la SCAP, Tadamoun, qui s'occupe actuellement de la politique mise en œuvre par l'État dans le cadre de la lutte contre les séquelles de l'esclavage, tout l'ensemble de ces actions menées par ce pouvoir, c'est pour éradiquer ces séquelles, pour revenir au passif humanitaire qu'a soulevé Zainabou. Donc, la prière a été faite à Kaïdi, les mesures ont été prises, les gens ont été indemnisés, la propriété foncière a été réglée, et a été réglée sur un plan individuel. Et quand je reviens sur certaines situations, comme a dit en ce qui concerne l'esclavage, j'ose dire que s'agissant de l'esclavage, 31 cas de pratiques assimilées à l'esclavage ont été traités par les juridictions nationales. Puisqu'aujourd'hui, 3 juridictions nationales ont été créées par ce pays. Nous avons celle de Nouakchott, qui englobe les régions de l'Est, celle de Nouadhibou, les régions du Nord, et celle de Néma. Donc, j'ai dit 31 cas ont été traités par ces juridictions. Il y a même des gens qui sont en prison actuellement et qui ont été emprisonnés lorsqu'il s'est avéré qu'il y a eu une pratique d'esclavage. Donc, et toutes les plaintes déposées en ce qui concerne la pratique d'esclavage, les instructions sont claires, données au parquet pour que la poursuite soit faite, pour que les investigations soient faites par rapport à toute question posée en ce sens. Donc, ce que nous devons s'allier, c'est d'être des nationalistes. C'est de privilégier l'intérêt de ce pays. C'est de privilégier l'intérêt de ce pays, l'intérêt de la Mauritanie, puisque nous n'avons que la Mauritanie. Puisque les autres qui sont en train d'agir en accompagnant des organisations extrémistes hostiles à ces pays, hostiles à ces régimes, pourtant, il y a des pratiques graves au niveau de leur pays. Mais ils ne se sont pas intéressés à cela. Donc nous, au lieu de privilégier l'intérêt de notre pays, au lieu de régler nos problèmes ou d'accompagner les mesures qui ont été prises par le pouvoir public, s'allier par des organisations internationales au niveau de notre pays, on s'aligne actuellement, et j'ose le dire, avec le diable, pour créer une situation confuse, une situation qui n'existe pas, une situation qui ne sied pas à la situation actuellement de droits de l'homme en Mauritanie, ni à cette question d'esclavage. Je l'ai dit et je le répète. Donc, ce que je demande et ce que nous devons faire, c'est que ces avancées, comme j'ai dit, notoires, saluées par la communauté internationale, il y a eu combien de rapporteurs spéciaux des Nations Unies au cours de l'année 2017, au cours de l'année 2016, ont visité ces pays. Est-ce que vous savez, M. Cherna, qu'aucun pays n'est obligé de recevoir un rapporteur spécial par rapport à l'article 8 de la Convention du Haut Conseil des droits de l'homme, qui autorise ces rapporteurs spéciaux à se rendre dans des pays pour certaines questions spécifiques. Les pays ont le droit de refuser. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Chaque fois que la demande a été formulée par l'un de ces rapporteurs spéciaux des Nations Unies pour visiter la Mauritanie, le pouvoir l'a accepté et le président de la République l'a autorisé. Qu'est-ce que ça explique? Ça explique l'ouverture de ces pays, l'émancipation de droits. Ça veut dire qu'au niveau de ces pays, aujourd'hui, nous n'avons rien à cacher, puisque nous avons eu la visite des rapporteurs qui sont connus sur le plan international par leur sévérité et leur cynisme, ça je l'ai dit. Mais chaque fois que la demande est formulée au niveau du pouvoir public, le président l'accepte. Nous avons eu la visite de la rapporteure spéciale des Nations Unies contre les formes contemporaines de l'esclavage. Et d'ailleurs, ça a été positif pour nous. Elle nous a accompagnés pour la mise en place de la feuille de route. Ça a été salué par la communauté internationale. Lorsqu'elle est partie, sa remplaçante est venue ici pour évaluer la situation de la mise en place de cette feuille de route qui comprenait 29 points. Et la restitution a été faite le 13 et le 14 septembre à Genève, et il n'y a eu aucun problème puisque ça a été une restitution positive et c'est à l'avantage de notre pays. Pourtant, c'est la feuille de route qui concerne
l'accompagnement de la Mauritanie dans le cadre des séquelles d'esclavage. Donc, comment d'autres organisations peuvent sauter sur d'autres occasions, or que cette question a été traitée et suivie par la communauté internationale. Le Haut Commissariat des réfugiés, et ce qui est marrant et ce qui est vraiment touchant, que certains encore continuent à discuter cette question des déportés. Lorsqu'elle a été clôturée par le Haut Commissariat des réfugiés, le secrétaire général aujourd'hui des Nations Unies, c'est lui qui l'a clôturée à l'époque, en présence du président de la République, à Arosso, en clôturant ce dossier et déclarant ce dossier clos, le dossier des déportés et de la déportation en Mauritanie. Donc ça, c'est les Nations Unies, et le même monsieur qui l'a clôturé aujourd'hui, c'est lui le secrétaire général des Nations Unies. Le rapporteur spécial en ce qui concerne l'extrême pauvreté, M. Alston, était là, autorisé par la Mauritanie. Le rapporteur spécial des Nations Unies en ce qui concerne la torture. Mais je vais te dire autre chose. Des pays de la région, des pays limitrophes, ont refusé de recevoir ces rapporteurs. Ils ont refusé de recevoir ces rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Qu'est-ce qui les empêche? Pourquoi ils n'ont pas laissé ces rapporteurs venir en Mauritanie? Ça veut dire que le pouvoir public, le président de la République, il fait de ces pays aujourd'hui un miroir de droits de l'homme, qu'on le veuille ou non, qu'on le dise d'une manière sincère ou qu'on le dise d'une manière cachée. Et c'est pour cela, aujourd'hui, la présence de la Mauritanie sur le plan international gêne tout le monde. Gêne les gens de la sous-région, gêne les gens qui voient un pays qui est là, qui évolue positivement, mais tranquillement. Est-ce que vous savez que ces derniers temps, la présence du président Anwar, qu'est-ce qu'ils n'ont pas commenté? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Les détracteurs de ces pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies qui fait une déclaration et qui demande à ce journal qui a été introduit en erreur, qui ne sait même pas la date, la date où la Mauritanie devait prononcer son discours. Il dit le 29, or que c'est le 30. Donc, qui a été demandé par cette organisation onusienne de présenter ses excuses au niveau de la Mauritanie. Puisque rien ne pourra empêcher ces pays, rien ne pourra empêcher le président de prendre la parole au niveau de la tribune des Nations Unies. Donc, actuellement, chaque fois que la Mauritanie est présente, chaque fois que cette diplomatie dynamique de la Mauritanie est là, sur le plan international, avec des résultats palpables, des résultats clairs, dans le cadre de la liberté de presse, dans le cadre de la liberté d'opinion, dans le cadre de la liberté politique. Aujourd'hui, on n'a aucun prisonnier politique au niveau de ces pays. Donc, ça, je peux considérer que ce qui manque actuellement, c'est un véritable problème de communication. C'est un véritable problème de communication puisque nous avons de la matière. Nous avons quelque chose de palpable avec quoi nous pouvons faire une excellente communication, que ce soit ce que nous demandons au niveau du commissariat des droits de l'homme, puisqu'ils ont eu la volonté d'un chef d'État, la volonté d'un Premier ministre présent sur l'ensemble des dossiers de droits de l'homme, qui n'a jamais refusé à ce qu'une mission ou une participation de la Mauritanie à l'extérieur, que ce soit la situation, le Premier ministre a toujours, Yahya al-Haddami, validé la présence, la participation de la Mauritanie au niveau de tous les forums de droits de l'homme, que ce soit au niveau de la Commission africaine, que ce soit au niveau onusien ou que ce soit au niveau même des États-Unis, où souvent il y a eu des missions aux États-Unis qui ont été effectuées et qui ont été largement saluées par le département d'État américain. Donc, nous avons quelque chose à dire, nous avons quelque chose à défendre et nous devons continuer en ce sens. C'est là ce qui est demandé aujourd'hui et c'est ce que nous devons faire et d'être fiers de défendre ce régime. Le contraire, ce qui est grave, qu'il y a certains qui mettent un pas en avant et un pas en arrière. Ça, c'est grave. Moi, quand j'ai la certitude, j'ai la volonté et j'ai de la matière devant moi pour défendre le régime de Mohamed Abdelaziz, je le fais avec fierté, puisque j'ai de la matière, j'ai quelque chose de palpable. Aujourd'hui, la question de l'esclavage n'est plus un sujet tabou. Le passif humanitaire
nous l'avons discuté, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est des citoyens mauritaniens qui ont subi à un moment donné un tort, une situation, mais de ce régime qui est venu dire, venez, on va régler cette situation, vous êtes des citoyens mauritaniens, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'habiter, vous avez le droit d'avoir vos boulots, à reprendre votre travail, c'est ce pouvoir qu'il a fait. Un autre pouvoir ne l'avait pas fait. Or, que ce que j'ai dit, et je l'ai dit dès le début, qu'il y a eu des organisations ici dans un pays proche, dans un pays voisin que je ne voulais pas dire, qui défendaient une situation à l'époque, or que nous avons tous ces dossiers. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est que nous avons des avancées notoires en matière de droits de l'homme qui sont saluées par la communauté internationale. Nous avons quelque chose à dire aux organisations extrémistes qui sont là. Venez et discuter en Mauritanie. Si vous allez accompagner ces anciens esclaves qui sont fiers de l'être et qui sont là en Mauritanie, et par l'éradication des séquelles de l'esclavage, vous avez toutes les possibilités de le faire. Vous allez accompagner les différents départements ministériels qui s'occupent de la question. Donc, la volonté de l'État est là. Le projet multiple pour l'émancipation de ces couches déshéritées est là. Donc, c'est ça, si vous allez aider des gens. Mais aider les gens, c'est des tribunes de l'extérieur pour avoir une médaille, pour être décoré par tel ou tel. Je pense que ce n'est pas ce qui réglera la question de séquelles de l'esclavage en Mauritanie. Ce n'est pas ce qui réglera le passif humanitaire en Mauritanie. Ce qui doit régler ces questions qu'eux, ils considèrent aujourd'hui une question cruciale et nous considérons des questions normales puisque des solutions ont été trouvées et la volonté est là, c'est de venir en Mauritanie accompagner le pouvoir public dans ce qui est là, ce qui devrait être fait. Et c'est pour moi la... Merci. Merci. Il a fait allusion au lobbying mené par certaines ONG à l'étranger. Qu'est-ce que vous faites contre cela au niveau du commissariat? Je voulais d'abord, dans un premier temps, évoquer un peu le projet de loi sur le genre, qui certainement verra bientôt le jour. C'est également la volonté hautement manifeste du chef de l'État qui est encore là. Je voulais également évoquer que, vous savez, nous, ce que nous attendons en tant qu'État des organisations des droits de l'homme, c'est de reconnaître quand le pouvoir fait des choses, des réalisations. Mais quand le pouvoir réalise, vous ne reconnaissez pas ça, nous considérons que vous êtes extrémiste. C'est fondamentalement ça. Donc, c'est ça qui fait que certaines organisations ne veulent pas reconnaître les avancées de ce pays-là, surtout sur le terrain des droits de l'homme. Et je voulais dire également que la feuille de route, avec l'ensemble des caravanes qui ont été organisées sur toute l'étendue du territoire national, a permis en tout cas de toucher le dernier citoyen mauritanien pour lui faire comprendre la situation telle qu'elle est en matière de droits de l'homme. C'est extrêmement important. Ce que nous voulons, c'est que chaque citoyen mauritanien soit sensibilisé sur la question des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les coordinations régionales ont été mises en place pour être beaucoup plus proches des populations. Donc ça, c'est extrêmement important. Je voulais également donner l'information que rien ne nous obligeait d'abriter le Haut Commissariat des Nations Unies en matière de droits de l'homme. Il y a des pays limitrophes qui n'ont pas de siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Mais si l'État mauritanien l'a fait, c'est parce qu'il considère que ça va de pair avec sa volonté politique. Donc ça également, il faudrait que ça soit très clair. Je pense que l'exécution de la feuille de route avec toute l'attention requise du Premier ministre Yahya Ould-Hadamine, sous la clairvoyance de son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz, a permis aujourd'hui d'amener les partenaires internationaux à donner le satisfecit, surtout sur ce dossier-là, que des avancées palpables ont été faites. Et maintenant, l'État n'a jamais dit qu'il n'y a pas de problème dans ce pays-là. Il faut que ça soit très clair. L'État n'a jamais dit qu'il n'y a pas de problème, mais l'État a toujours demandé la collaboration de tous les fils de ce pays pour que nous puissions ensemble trouver les meilleures solutions nationales qui permettent de pouvoir trouver des solutions à ça. Je voulais également évoquer le dernier sujet, c'est, vous savez, nombreux, ce sont nos citoyens, ce sont nos compatriotes aujourd'hui
qui ont été admis dans certaines institutions spécialisées du système des Nations Unies. Nous en avons aujourd'hui vraiment des compatriotes qui sont au sein de ces structures spécialisées, qui rabattent un travail extrêmement important, qui permet en tout cas de voir que la Mauritanie s'installe petit à petit sur l'échiquier international. Alors, pour revenir un peu à votre question maintenant, sur le commissariat, je pense, vous avez dit... Qu'est-ce que le commissariat a fait par rapport au lobbying mené par tout à fait. ONG Oui, nous sommes au courant depuis d'ailleurs très longtemps qu'il y a certaines organisations des droits de l'homme au niveau de la sous-région, mais au niveau continental également, et pour ne pas dire au niveau international, qu'il y a des organisations mal intentionnées et qui, d'ailleurs, il y a certains autres États qui sont derrière ces organisations-là qui veulent contribuer à la déstabilisation du pays. Ça, c'est clair. Nous avons ça en loupe et nous ne voulons pas, en tant qu'État, nous n'avons jamais accepté ce qu'on appelle les dictats, encore moins la soumission. Si certains pensent que ce qui s'est passé avec l'État de Djamé peut se produire en Mauritanie, c'est qu'ils se trompent franchement d'objectif. Et nous comprenons que certains utilisent effectivement aujourd'hui la tribune des droits de l'homme comme étant un tremplin pour pouvoir accéder à des fonctions politiques. Voilà. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui en droit de constater que aujourd'hui, on mélange politique et droits de l'homme. On ne sait plus finalement de quoi est fait aujourd'hui la situation en matière de droits de l'homme. Ceux qui prétendent vouloir défendre les droits de l'homme le font également politiquement. Et nous sommes au courant que ces organisations sont en train de se créer un réseau continental et qui vont essayer de trouver d'autres tribunes pour diaboliser la Mauritanie, pour amener l'opinion nationale et internationale à se focaliser carrément sur la Mauritanie, pour dire, voilà, que le régime actuel, c'est un régime dictateur. C'est un régime qui ne respecte pas les droits de l'homme, c'est un régime qui... Mais tout le monde sait aujourd'hui, ce sont les partenaires eux-mêmes qui décident de satisfaire au niveau international de la situation des droits de l'homme. Donc nous sommes honorés, en tout cas par nos partenaires. À chaque fois que nous avons la visite des rapporteurs, à chaque fois que nous avons la visite nous les amenons à comprendre. Maintenant, il y a une chose que nous voulons éclairer. C'est extrêmement important. Nous voulons demander aux organisations internationales qui sont déjà liguées contre le pays. Nous les invitons à venir faire leur propre investigation sur les sujets qu'ils supposent pouvoir être des sujets qui fâchent. C'est clair. Nous pensons qu'une organisation qui se fait crédible doit être à même de pouvoir mener ses propres investigations sur le terrain pour éviter de se faire rapporter des informations. Et sur la base de certaines informations, nous sommes au courant que des organisations comme Urgence africaine, des organisations comme Amnesty International, pour ne pas citer, effectivement, je me réserve d'ailleurs le droit d'en parler comme ça, mais c'est juste pour répondre à la question, pour dire franchement qu'il y a des organisations qui ont la dent contre la Mauritanie. Oui, par rapport aux recommandations contenues dans la feuille de route adoptée le 6 mars 2014 par le gouvernement mauritanien concernant leur mise en œuvre, qu'est-ce que selon vous manque pour... Très bien, merci beaucoup, Cherna. Donc c'est bon de... Finalement, et si vous avez quelque chose à ajouter par rapport bien sûr, par rapport aux organisations qui sont en train de salir l'image. Oui, très bien. Donc, j'ai bien entendu. Donc, moi, je pense que c'est mon opinion propre. Je suis contre tout extrémisme, que ce soit des organisations de la société civile, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans simples citoyens. Nous sommes contre l'extrémisme. Et je peux dire encore, je pense que ce n'est pas le rôle de la société civile, du tout d'être extrémiste. Et ce n'est pas le rôle de la société civile, du tout, d'avoir un amalgame entre les droits humains et la politique. Réellement, la politique est une mission noble. Il faut être un politicien. Il faut venir en tant que citoyen
le pays est ouvert, il y a la Constitution, il y a la liberté. Et venir créer son propre parti, ça, c'est rien du tout. Venez militer dans un parti politique, être contre un gouvernement. Et moi, je pense que être contre un gouvernement, on ne doit pas mélanger encore entre l'État et ses intérêts, ton pays et un gouvernement que toi, en tant que politicien, tu veux sa place. Donc, je veux parler ouvertement. Si je parle ouvertement, donc sans tabou, ça me permet de m'exprimer davantage. Il ne faut jamais différencier. Et il ne faut jamais avoir cet amalgame. Il faut différencier. Où je suis un politicien, où je suis un défenseur des droits de l'homme. Si je suis réellement un défenseur des droits de l'homme, il n'y a pas question d'extrémisme. Il faut être objectif. Il faut être objectif. Il ne faut pas protéger. L'État n'a pas besoin d'être protégé. Parce qu'il faut le savoir que l'État est souverain. L'État est fort. Tout État est fort, il est souverain. Et rien n'oblige un État de faire. Parce que si vous voyez aux Nations Unies, on dit on encourage l'État de faire, on recommande à l'État parti. On ne dit jamais on oblige. Parce qu'on ne peut pas obliger un État quand même, parce que lui il est souverain, il est fort. Donc l'État n'a pas besoin que tu le protèges. Mais il n'a pas besoin quand même que tu dises quelque chose de faux. Le faux, c'est un faux. Le mot faux, c'est difficile. Et ça ne doit pas être quand même l'objectif d'une organisation qui se veut sérieuse ou une organisation dont les personnes sont des citoyens et qui veulent réellement protéger les droits humains. Je pense que ça, soyons d'accord là-dessus, nous sommes d'accord là-dessus. C'est vrai que l'international est une tribune pour les organisations. Parce que nous, maintenant, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous cherchons toujours des tribunes. Parce que nous pensons que nous voulons faire passer nos messages. Et les canaux donc, sont divers. Les Nations Unies est un canal qui te permet au moins, si tu dis ton message, et ce message-là peut être une recommandation pour l'État. Mais on ne l'oblige pas, mais on lui recommande. On lui recommande. Et je pense que ça, cette tribune, à mon avis, il faut l'utiliser de façon franche, très franche. Venir, faire des déclarations. Les fausses déclarations, comme l'a dit notre monsieur Hussein, ici, il y a tous les canaux. Les Nations Unies connaissent la Mauritanie plus que nous-mêmes en tant qu'organisation. Très bien. Puisqu'ils ont des représentants ici. Ils connaissent la Mauritanie. Ils connaissent ce qui existe. Ils connaissent les avancées. Ils connaissent ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc nous n'avons pas besoin de leur dire ce qui est faux. Parce que premièrement, on va se décrédibiliser et ils ne vont pas l'accepter parce qu'ils connaissent plus que nous. Moi, je pense que dans ce cas, ces organisations, s'il y a des organisations pareilles, bon, moi, je ne peux mettre la responsabilité sur aucune organisation, mais s'il en existe, ils doivent se rectifier eux-mêmes. Si je fais un pouvoir, je viens. La politique, elle est ouverte. Je fais créer un parti politique. J'ai mes militants, donc je sensibilise. Et c'est dans la Mauritanie que tu peux avoir ce que tu cherches. Ce n'est pas en dehors de la Mauritanie. Bon, ça serait plutôt une fatigue que d'avoir. Mais, encore, il faut savoir que nous, en tant qu'organisation, il faut différencier encore entre nous et les gens qui font la politique. Moi, je ne viens pas défendre un régime. Jamais. Pour moi, s'il y a un président mauritanien, ce sont les Mauritaniens qui ont voté pour lui. Il est président, je le respecte. Il a des politiques. Ce qu'il a fait de bien, il faut le reconnaître. Ce qui reste, il faut faire une critique objective pour que ça puisse s'améliorer. Et il faut accompagner. Il faut accompagner, comme l'a dit Youssef. Il faut encore accompagner la volonté. S'il y a une volonté, il faut que la société civile vienne, parce que le rôle de la société civile, c'est d'appuyer les programmes. Nous venons en appui à tel programme, mais nous ne venons pas avec nos propres programmes. On vient s'inscrire dans les priorités du pays, mais nous ne devons pas venir s'inscrire dans nos propres priorités dans nos têtes. Je pense que ça, c'est une maladie mentale à traiter, plutôt que de réellement d'avoir. Je pense que le sens que nous cherchons, les résultats que nous cherchons,
la promotion des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme dans notre pays, nous devons dénoncer sans complaisance. Nous dénonçons les faits. Il faut documenter, il faut argumenter, il faut plaider. Plaider vers qui? C'est pas ailleurs qu'on plaide. Plaider vers le gouvernement. Mais là aussi, je sais que le gouvernement il a des oreilles sourdes. Je sais qu'il y a un canal qui me permet de faire passer mon message. Et je pense que ça, c'est des éléments que nous-mêmes, nous devons savoir en tant que société civile et en tant que défenseur de droits de l'homme. Et moi, c'est ça mon opinion. Et je pense que c'est ce qui quand même peut être réaliste. Tout à fait. Monsieur Youssouf, si vous avez... Parce qu'on me signale qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il a beaucoup parlé, lui. Jusqu'à présent, on n'a pas... Je rappelle qu'il est le directeur du centre d'accueil et de l'insertion sociale des enfants en conflit avec la loi. On n'a même pas parlé de son centre. Avant d'aborder le sujet du centre d'accueil et de réinsertion, je voudrais dire aux organisations extrémistes et les acolytes qui ont cherché de ternir l'image de la Mauritanie, la meilleure réponse que je pourrais leur donner aujourd'hui sur un sujet qu'a évoqué tout à l'heure M. Dieng, c'est qu'ils n'ont qu'à voir comment s'est manifestée la crédibilité du pays sur le plan international. Et je leur donnerai un exemple simple, que à partir de cet exemple, ils doivent savoir qu'ils ne pourront pas ternir l'image de ces pays, comme a dit Zainabou, les Nations Unies, les organisations internationales qu'on estime la Mauritanie. Je voudrais dire que la campagne qui a été organisée, qui a été menée à partir de la primature en ce qui concerne nos compatriotes, qui ont été cooptés dans le système des Nations Unies, je veux dire par la Haïmou de la Ramadan, puisque nous, à partir de maintenant, on va leur dire les choses telles qu'elles sont, puisqu'on ne va plus tourner autour du pot. On leur dit Haïmou de la Ramadan, qui a été coopté au niveau du SPT, Yamhelhe, M. Mohamed, Kouwaïta Bamariam, Cheval Vergès. Ça, c'est des réalités sur le terrain. Tout à fait. Ça émane de quoi? Ça émane de la crédibilité de la Mauritanie sur le plan international. Puisque ce n'est pas un pays, ni deux, ni trois qui votent pour ses citoyens. C'est un collège électoral composé de 60 à 70 États. Et si nous arrivons, par rapport aux multiples candidatures qui ont été déposées avec nos compatriotes, à passer dans le cadre de ces comités qui intéressent l'ensemble des pays, puisque la présence d'un pays au niveau de ces mécanismes, il lui donne beaucoup d'audience et beaucoup de crédibilité sur le plan international. Ça veut dire que nous bénéficions d'une crédibilité internationale et respectée, un pays respecté qui avance sûrement mais tranquillement. En ce qui concerne le centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi, je veux dire que c'est un centre qui a été, qui est l'émanation des organisations internationales, qui est une organisation qui s'appelle Terre des Hommes d'Italie. C'est pour cela que certains se posent la question, quand ils me voient dans le cadre du droit de l'homme, quand ils me voient sur le plan international, puisqu'ils ne savent pas que l'article 16 du décret créant le centre d'accueil et d'insertion des enfants en conflit avec la loi, il lui a offert l'attitude d'avoir des conventions avec des organisations, que ce soit des organisations de droits de l'homme, que ce soit des organisations de développement, et en faisant des partenariats avec ce genre d'organisations. C'est pour cela que l'ensemble des rapporteurs qui ont visité la Mauritanie ont passé par ce centre, ont visité le centre d'accueil et de réinsertion. Le dernier, celui de la torture, qui a été le plus... Il a déclaré, dans une réunion au commissariat des droits de l'homme à Nouakchott, j'ai visité un centre qui est un centre exemplaire et je demanderai à la Mauritanie de multiplier ce genre de centre. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans son rapport. Donc, certes, ce n'est pas ce qui a amené certaines organisations où je suis la cible de certaines organisations. J'ai été la cible de ces organisations les 2 dernières semaines. Ils ont dit que j'ai participé à la restitution de la rapporteure spéciale en ce qui concerne les formes contemporaines de l'esclavage à Genève, le 13, le 14 septembre. Ils ont dit que je suis revenu tranquillement. Ils ont dit que j'étais expulsé de Genève. C'est l'homme du pouvoir a été expulsé. Donc, un élément de moins
interdit sur le sol genevois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis revenu à Genève pour participer à la clôture de la 36e session du 28-29. Quelqu'un qui a été expulsé le 14 au cours d'une session ne pourra pas participer ni venir au moment où la session est en cours. Ça, il ignore la réglementation des organisations, des ONG qui régulent la présence des ONG sur le plan international, surtout au niveau du Haut Conseil des droits de l'homme. Donc, je suis reparti. J'ai participé à la clôture de la 36e session du Conseil des droits de l'homme à Genève et je suis revenu. C'est pour vous dire que ce qu'ils cherchent, voilà une réalité. Voilà ce qui reflète la nature de ces organisations. Ils racoltent des mensonges par-ci, par-là. Un respectueux président de la République qui va dans les tribunes des Nations Unies, on dit on ne lui a pas donné la parole. Une réponse du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, un écrit vers un journal qui s'appelle Jeune Afrique, qui se dit un journal crédible, qui écrit des calomnies de cette manière, dicté par sur la page d'un Facebook d'un représentant d'Iran en France qui s'appelle Diko Hanoun. Et ça, c'est pour vous dire que nous sommes un pays crédible, un pays où nous imposons actuellement notre dictat du respect des droits de l'homme, des avancées notoires en matière de droits de l'homme et un respect international. Grâce à un homme qui voit l'émancipation du citoyen mauritanien comme un miroir devant lui. Le contraire, mais un homme qui est sûr, qui dirige bien son pays, aujourd'hui on est présent, mais la réponse que nous leur dirons, en tout cas, ils ne décourageront pas des citoyens sincères qui croient à cette Mauritanie, qui croient à ce régime d'aller en avance et de les défendre. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Nous continuerons sur des pas sûrs en défendant notre pays, notre régime, et nous n'avons qu'à la Mauritanie. On n'est pas parmi ceux qui peuvent aller à l'extérieur, chercher des décorations ou chercher des indemnités par des organisations extrémistes, juives ou quoi que ce soit. Nous sommes des Mauritaniens et nous resterons des Mauritaniens. Et ce qui se passe au niveau de notre pays, c'est notre fierté. C'est notre fierté. C'est un président et son gouvernement qui mènent à bien, et si Zainabou n'est pas politique, et des partis politiques sûrs d'accompagner le programme du président, dont notre cher parti, l'Union pour la République. Merci. Voilà donc. L'intérêt de la Mauritanie doit être au-dessus de tout. On va faire un dernier tour. Oui, très bien. Donc moi, je viens d'abord. Moi, je viens, après vous allez clôturer. Comme vous êtes, vous allez clôturer. Moi, je pense, à mon avis, comme le dernier mot que Cheikh a dit, l'intérêt de la Mauritanie est au-dessus de tout. Nous sommes des Mauritaniens, nous n'avons pas un autre pays qui n'est pas la Mauritanie. Nous ne sommes pas appelés en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme de dire des mensonges. Que ça soit pour protéger ni pour mentir. Je pense que ça, c'est des choses que nous devons, ça doit être notre objectif. Moi, je ne parlerai d'aucune organisation de droits de l'homme, parce que je les respecte tous, parce que je suis une organisation de défense des droits de l'homme. Ils ont leur intérêt, ils ont leur manière d'évoquer les choses, mais je pense que la chose quand même qui doit être, nous unir tous, c'est que la Mauritanie, c'est notre Mauritanie. S'il y a quelque chose que nous pensons des violations des droits de l'homme qui existent, nous devons le dire, les dénoncer, mais quand même démontrer la véracité de ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas donner des messages, c'est facile de parler, de donner des messages, donc de faux messages, mais ce qui est très difficile, c'est d'argumenter. Nous devons argumenter et montrer les violations. Envie de quoi? Envie de quoi? De changer, d'aider la volonté politique dans notre pays, d'aider notre pays. Parce que notre pays, il faut le savoir. Donc maintenant, on ne peut pas nier, et personne ne peut nier qu'il y a des avancées notoires en matière de respect des droits de l'homme dans notre pays. Mais qu'il y a beaucoup de choses qui restent et que nous devons accompagner toute cette dynamique pour que nous puissions quand même respecter, pour que nous puissions être un pays exemplaire. Et jusqu'à présent, nous sommes un pays, parmi les pays, disons, donc, il y a les grandes puissances actuellement qui ont toujours les problèmes de violation des droits de l'homme. Et les organisations parlent.
ils dénoncent. Ah ben, mais c'est réel et on ne peut jamais dire à une organisation de ne pas dénoncer des faits. Mais quand même, on ne veut pas que cette organisation ne reconnaisse pas les avancées. Et deuxièmement, et d'une dimension, nous sommes contre, et je pense que tout le monde est contre, et que cette organisation n'a pas d'avenir. Je pense que ça, c'est mon avis, quand même, que j'ai voulu. On va clôturer. Voilà. Merci beaucoup, Cherna. Je voulais ajouter 3 éléments avant de passer à la clôture de cette émission ce soir. Le premier élément, c'est que le pouvoir en place a trouvé devant lui de grands déséquilibres socio-économiques et culturels, sur lesquels aujourd'hui profitent certaines organisations pour mettre en mal même les citoyens mauritaniens. Ça c'est clair. Et deuxième chose, c'est que malgré notre situation telle qu'on la caractérise, telle qu'elle est explosive, diront certains, aujourd'hui nous recevons la visite de certains pays qui viennent prendre des exemples sur nous dans certains domaines, particulièrement dans le domaine des droits humains. Je voulais dire également que les relations entre la Mauritanie et les pays frontaliers sont des relations exemplaires, séculaires, et qu'aucun groupement obscurantiste, mal intentionné, il ne peut mettre en mal. Nos chefs d'État sont assez avertis sur ça, et je pense que c'est extrêmement important que les gens se comprennent que ces pays sont liés d'abord par l'histoire, la religion et beaucoup de choses, et que nos chefs d'État comprennent effectivement qu'il y a plus la volonté de partager, de vivre, le comment vivre ensemble, que d'écouter certaines organisations qui ont d'ailleurs des agendas politiques, pas droits de l'homme. C'est extrêmement important de le savoir. Je voulais enfin remercier le commissaire Cheikh Tourad Abdelmalik, un homme qui a 17 ans d'expérience en termes de droits de l'homme. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui dirige le commissariat avec tact et stratégie, c'est extrêmement important, sous la houlette effectivement du Premier ministre Yahya Ould-Hadamine, qui ne ménage aucun effort également à faciliter l'ensemble des missions du commissariat aux droits de l'homme. Et tout ceci sous la clairvoyance du chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz. Moi, je voudrais tout simplement dire que les libertés publiques sont reconnues, protégées par la Constitution, qui reconnaît à tout citoyen le droit d'association, le droit d'aller et venir, ainsi que le droit d'expression et le droit de manifestation. Donc, ces différentes libertés se traduisent par la création des associations non lucratives. Donc, je veux rappeler aux citoyens qu'aujourd'hui, les associations sont actives dans le domaine social. Ce sont 3256 associations qui englobent en même temps les organisations de droits de l'homme. Le développement, c'est 854 associations. Et la santé, c'est 534 associations. Et l'environnement, c'est 250. Ça, je l'ai dit par ma qualité en dehors des titres que vous m'avez attribués, membre du conseil d'administration de la plateforme de la société civile mauritanienne. Donc, nous ne pouvons que saluer cette initiative de la télévision nationale qui nous a donné ce soir cette opportunité dans un contexte, j'ai dit, particulier pour éclairer les citoyens mauritaniens, l'opinion nationale et l'opinion internationale sur la situation des droits de l'homme au niveau de notre pays, sous l'égide du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Sur ce... C'est fini. C'est fini, juste une petite minute. Très bien, donc moi je veux quand même faire un témoignage. Peut-être j'ai hésité, mais il le faut. J'ai constaté, parce que je n'aime pas parler des personnes. J'aime toujours parler de l'intérêt de la Mauritanie, donc voilà, du pays. Ben, je ne veux pas parler des personnes. Mais je sais quand même que j'ai constaté, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, qu'il y a une certaine ouverture au niveau du gouvernement, et surtout vers Yahya Ould-Hadamine. Il y a une certaine ouverture vers tous
toutes les organisations de la société civile qui veulent exposer des problèmes ou qui veulent poser des problèmes ou qui veulent être écoutés. Et qu'à chaque fois, son message, il dit, nous voulons que vous faites votre travail, nous ne cherchons pas à être protégés. Donc, nous sommes ouverts. Écrivez-nous ce que vous voulez et nous allons. Je pense que ça c'est déjà important, bien c'est un témoignage parce que je l'ai vécu. Donc peut-être ça existe bien sûr. Donc c'est une volonté globale, sinon ça n'allait pas être. Donc je pense que j'ai tenu quand même à. Donc merci, cela met fin à cette émission Zoom sur. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je remercie mes invités, Mohamed Val ou Youssouf, avec sa triple casquette, dont je peux citer directeur du Centre d'accueil et de l'insertion sociale des enfants en conflit avec la loi. Merci également à Mme Zeynabou Talib Moussa, présidente de l'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant. Merci également à Djeng Hussein, qui est conseiller du commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Merci. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de l'émission. Je remercie également l'équipe technique. Au revoir.